Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. 7 ans peut être un âge très critique dans la vie d'un être humain. C'est l'année où l'on passe du CP au CE1. C'est peut-être aussi l'année où l'on pratique pour la première fois un sport qui façonnera notre avenir. Mais pour moi, c'est l'âge où mes parents ont décidé de mener des vies séparées. J'ai grandi comme n'importe quelle fille ordinaire, j'ai fréquenté une bonne école maternelle, j'ai fait du sport et j'avais de bons amis. Mes parents, si je me souviens bien, étaient toujours de bonne humeur, l'un envers l'autre et partageaient la joie d'élever leur fille ensemble. Je n'ai que peu de souvenirs des mauvais moments où mes parents se disputaient. Le pire souvenir dont je me souvienne est celui où, à l'âge de 7 ans, allongé dans mon lit, mes parents sont entrés dans ma chambre et mon père m'a dit « Tania, ta mère et moi allons divorcer. » Ma première réaction a été l'instinct naturel d'un jeune enfant qui consiste à me faire des reproches. Lorsque j'étais enfant, j'avais souvent plus d'une fête d'anniversaire. Cela semble cool, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis une enfant issue d'un divorce. Mon enfance ne m'appartenait pas. Elle appartenait à mes parents. Je me suis perdue dans tous les efforts que j'ai faits pour apaiser les deux camps de ma famille. En me déplaçant seule entre deux vies distinctes, j'étais en marge de chaque famille. Jamais une initiée. Les personnes que j'aimais le plus n'étaient jamais dans la même pièce. Et beaucoup d'entre elles ne savaient même pas qu'elles existaient. Je manquais des événements et des célébrations parce que je devais passer du temps avec mon autre famille. Les enfants issus d'un divorce apprennent à faire face à ces difficultés et à cette instabilité, mais à l'âge de 10 ans, je ne voulais plus m'en préoccuper. Je ne voulais pas vivre dans 2 maisons différentes, avec 2 chambres différentes, des vêtements différents, des jouets différents, des amis différents et des règles différentes. J'étais une enfant de 10 ans, prise entre le marteau et l'enclume. Un jour, j'ai dit à mon père que je ne voulais plus lui rendre visite. C'était un acte courageux et ignare, pour être honnête. Nous ne saurons jamais si c'était la bonne décision ou non, mais à l'époque, aucun de mes parents ne possédait la stabilité émotionnelle nécessaire pour trouver une solution plus positive. C'est ainsi que les choses se sont passées. La lutte pour le pouvoir qui était restée latente entre mes parents a éclaté à nouveau. Et cette fois-ci, c'est moi qui en ai été la cible. Cette fois, j'étais responsable de la discorde. Dans une maison, on me blâmait. Dans l'autre, j'étais une victime. Il n'y avait plus de fêtes d'anniversaire multiples. Au lieu de cela, il y avait la stabilité et la cohérence dans une maison, la colère et l'évitement dans l'autre. Les choix entraînent des conséquences et, au fil du temps, j'ai perdu le contact avec la famille de mon père. Il est difficile de rester en contact avec des personnes liées à quelqu'un que l'on a repoussé. Des cousins avec lesquels je jouais ont été rayés de ma vie. Nous ne nous sommes plus jamais rendus visite. Était-ce parce qu'il était préférable de garder les liens coupés? Ou était-ce ma punition pour avoir été une horrible enfant? Tout ce que je connaissais, c'était le silence et la perte. Au début de mon adolescence, ma mère s'est remariée et j'ai rencontré de nouveaux cousins. J'ai appris de nouvelles traditions de Noël et je me suis assise à la table avec des nouveaux enfants. Au lieu de reballoter d'une famille à l'autre, la vie s'est stabilisée. Même si je n'avais des nouvelles de mon père qu'une ou 2 fois par an, la vie était relativement stable. Mais les choses ont changé à nouveau lorsque ma mère et mon beau-père se sont séparés au cours de ma première année d'université. Je tentais de rester en contact avec les membres de ma famille chaque fois que je rentrais chez moi pour les vacances. Encore une fois, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, alors que l'anxiété envahissait mes pensées. Avec qui dois-je passer le réveillon de Noël? Dois-je rendre visite à telle ou telle famille? Seront-ils offensés si je ne prends pas le temps de les voir? Seront-ils offensés si je n'apporte pas de cadeaux? J'aurais aimé que tout le monde vienne me rendre visite. Mais cela n'aurait pas très bien marché chez ma mère. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à tout le monde par mes propres moyens, en apportant des petits cadeaux bien pensés que j'avais achetés avec mon budget d'étudiante. Je faisais la causette et me sentais étrangère. J'étais toujours l'invitée gênante, jamais l'hôte chaleureuse. Pendant les 10 années qui ont suivi ma sortie de l'université, j'ai vécu loin de chez moi. Pas un seul membre de mes 4 familles
à l'exception de ma mère, n'est venu me rendre visite, ne m'a appelé ou n'a même fait savoir qu'il passait en ville. Pourtant, chaque fois que je rentrais chez moi pour Noël, je programmais des visites, j'achetais des cadeaux et je prenais le temps de voir autant de personnes que possible. Je faisais cela pour qu'ils se sentent bien, pas moi. Il y a 2 ans, j'ai déménagé et je vis désormais à moins d'1 journée de route de mes 4 familles, de leurs nouveaux conjoints et de leurs jeunes enfants. Nous sommes tous connectés sur Facebook, mais ma mère est toujours la seule personne qui m'appelle ou me rend visite. Lorsque j'entends dire qu'un membre de la famille est passé par la ville mais n'a pas appelé, cela m'attriste. Mais je me rends compte qu'ils n'appellent pas parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour eux, je n'ai jamais été une personne fixe. Je n'étais là que pour quelques Noëls par-ci et par-là. Bien qu'ils soient ma famille, je n'ai jamais été la leur. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'une des nombreuses personnes réparties dans 4 familles différentes avec lesquelles je n'ai pas pu rester en contact. Parfois, le divorce nous disperse trop pour que nous puissions nouer de véritables liens familiaux durables. Cet été, je vais me marier et fonder une famille. J'essaie de ne pas avoir trop d'attentes. Je sais qu'aucune famille n'est parfaite, mais mon futur mari est le roi du contact avec les gens. Il est persévérant, charismatique, indulgent et loyal. Il m'apprend le sens du mot famille. Ensemble, nous apprendrons à nos enfants à se tendre la main avec compassion et à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Je me languis de joie et d'amitié avec ma nouvelle famille et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester mariée. Hey, je suis Anne. C'était les vacances d'été avant l'université. En guise de célébration de la remise des diplômes et avant que chacun d'entre nous n'aille dans une université différente, mes meilleurs amis et moi avons décidé de partir en vacances d'été dans l'un des plus beaux endroits du monde. Du moins, c'est ce que je pense. À Hawaï. J'étais dans ma chambre et je rêvais de porter ces soutiens-gorge à la noix de coco tout en sirotant un jus exotique, peut-être même en faisant une danse oula. Ma meilleure amie Kim m'a appelée et a fait voler en éclats ma bulle de noix de coco. Elle m'a suggéré que, puisque nous entamions une nouvelle étape de notre vie, nous pourrions tout aussi bien nous refaire une beauté. Je pensais qu'elle proposait d'aller faire du shopping ou quelque chose comme ça, mais non. Elle a dit que nous devrions aller au salon de coiffure pour nous faire des nouvelles coupes de cheveux et peut-être nous teindre les cheveux dans la foulée. J'avoue que j'étais très excitée par cette idée, alors j'ai dit oui. Ma coiffeuse habituelle était en congé annuel. Elle a toujours coupé mes cheveux de la façon dont je l'ai décrit. Je l'adore. Cependant, elle a été absente depuis un certain temps et nous ne pouvions pas patienter plus longtemps pour une nouvelle coupe de cheveux. Alors j'ai pris un rendez-vous avec une autre coiffeuse dans le même salon de coiffure. Petite précision, Kim est blonde alors que je suis brune. Je sais que ça peut paraître superflu, mais ce sera utile pour le reste de l'histoire. Kim et moi avons conduit jusqu'au salon de coiffure. L'endroit avait l'air très chic, le genre d'endroit en lequel on a confiance. Nous sommes entrés en riant comme si nous avions 12 ans. En réalité, nous en avions 18. Quoi qu'il en soit, nous avons été accueillis par une gentille dame. Elle nous a dit que Kim devrait opter pour un balayage et que je devrais faire de même et passer au blond. J'étais un peu sceptique, mais qui s'en soucie? C'est l'été. La dame m'a mis du décolorant sur la tête et s'est occupée des cheveux de Kim. Kim voulait des mèches roses. Au bout de 15 minutes, mon cuir chevelu a commencé à me brûler. J'ai donc appelé la gentille dame et elle m'a dit qu'il était temps de laver le décolorant. Pendant qu'elle me lavait la tête, son visage est devenu impassible. Des lambeaux de mes cheveux orange se trouvaient partout dans l'évier. Kim m'a regardé et ses yeux sont devenus aussi grands que ma tête. La dame m'a demandé de ne pas paniquer et m'a dit qu'elle pourrait couvrir les zones dégarnies avec une coupe de cheveux vraiment courte. Alors je lui ai montré une photo de ce à quoi je voulais ressembler exactement. Elle a donc commencé à couper, jusqu'ici tout allait bien. Puis, elle a coupé une énorme partie sur le devant de mes cheveux en disant qu'elle structurait mon visage. À ce stade, il était déjà trop tard. C'était affreux. C'était pas du tout moi, et surtout pas ce que j'avais demandé. Je lui ai donc dit que je détestais cette coiffure. Elle s'est sentie mal et j'ai commencé à pleurer parce que c'était vraiment très laid sur moi. Et me voilà coincée avec une mauvaise coupe de cheveux. J'essaie de me calmer en me disant que la couleur allait peut-être s'arranger. Lorsqu'elle a appliqué la teinture, mes cheveux sont devenus verts. La seule solution était de devenir rousse. Et c'était impossible pour moi. Je n'ai pas le teint d'une rousse. Nos petits amis devaient passer nous prendre au salon et le simple fait d'imaginer la tête de Nick m'a fait rire et pleurer à la fois. Rachel l'a joué coude et même son balayage a mal tourné. Mais cet incident était unique en son genre.
je me suis retrouvée avec la couleur de cheveux la plus bizarre qui soit. On aurait dit que j'étais moitié sirène, moitié dragon. Cela ne m'a pas empêché de profiter de mes vacances d'été. En fait, ce fut une bonne source de plaisanterie pendant très très longtemps. Ce qui est agréable avec la réussite, c'est de voir tous vos amis et votre famille être si fiers de vous et de vos réussites. Ce respect et cette appréciation mutuelle sont le fondement de la véritable amitié. Mon histoire parle de succès et d'amitié et aussi quand deux amis deviennent incompatibles et ne vont plus de pair. Je m'appelle Chérie et j'ai 21 ans. J'avais une amie qui s'appelait Margot. Elle n'était pas seulement mon amie, elle était ma meilleure amie, ma sœur. Elle était tout pour moi. Nous étions semblables à bien des égards, même dans nos passe-temps et nos rêves. Après la mort de mon père, maman et moi avons déménagé dans le quartier de Margot, car sa mère était la meilleure amie de ma mère. Je n'avais que 3 ans à l'époque, alors Margot et moi avons pratiquement grandi ensemble. À l'école, nous partagions les mêmes classes, étudions ensemble et faisions même équipe dans les labos. Elle et moi rêvions toutes deux de devenir pharmaciennes. J'ai eu du mal au lycée, mais je m'en suis sortie grâce au soutien et aux encouragements de Margot. Je n'avais pas autant de liberté et d'indépendance qu'elle, car ma mère me surprotégeait. C'est à ce moment-là que mon histoire a vraiment commencé. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire à la faculté de pharmacie, Margot m'a demandé pourquoi j'avais choisi cette spécialité. Je lui ai répondu que mon père était mort d'une maladie maligne, incurable, et que mon rêve était de trouver un remède à cette maladie pour sauver des vies. J'ai étudié dur et je me suis inscrite avec succès à la faculté de pharmacie. Margot était très heureuse pour moi et elle m'a promis de rester concentrée sur la découverte du remède contre la maladie mortelle que je cherchais si passionnément. Je lui ai demandé de rester à mes côtés à tout instant, ce qu'elle a fait avec plaisir. La faculté de pharmacie se trouvait à l'étranger, donc hors de mon pays. Je serais indépendante et libérée du contrôle étouffant de ma mère. Franchement, j'avais hâte d'y être. Margot et moi avons trouvé un endroit où loger près de la faculté, dans une auberge de jeunesse avec un groupe de filles de différents pays. Contrairement à moi, Margot a pu facilement se lier d'amitié avec elle. Nos études n'ont pas été faciles au début, mais nous avons travaillé dur et nous nous sommes débrouillés. J'étais tellement excitée de me plonger dans mes recherches et d'en apprendre le plus possible. J'interrogeais constamment les instructeurs et les médecins pour élargir mes connaissances. C'était mes débuts, et Margot est restée à mes côtés tout ce temps. Finalement, nous avons été diplômés de la faculté et avons entamé nos carrières. J'ai commencé dans une entreprise pharmaceutique et elle dans une autre. Nous étions maintenant des concurrentes en quelque sorte. Pour préparer mes recherches privées, j'ai loué un appartement près de mon entreprise. Margot a fait de même près de son entreprise. Elle me demandait toujours comment se passaient mes recherches. Elle savait que j'essayais de développer un antibiotique pour guérir la maladie mortelle de papa. Mais ce n'était pas facile, car le système immunitaire de l'organisme attaquait l'antibiotique et le détruisait avant qu'il ne puisse détruire les cellules malades. Je devais découvrir une substance neutre que le système immunitaire n'attaquerait pas, afin que le médicament puisse pénétrer dans l'organisme suffisamment loin pour trouver et détruire les cellules malades par des interactions chimiques. Mon premier travail de recherche a été rejeté. Mais j'ai continué à essayer, et à chaque tentative, je découvrais quelque chose de nouveau. À cette époque, Margot était également occupée par son travail. Un jour, elle m'a appelée. Elle pleurait parce qu'elle avait été renvoyée de son travail. Il l'accusait d'avoir volé une étude importante. Je lui ai dit qu'elle était tellement compétente dans son travail qu'elle ne devait pas être triste, mais plutôt essayer de trouver un emploi dans mon entreprise. Je lui ai dit que je la recommanderais à mon directeur. Elle m'a serré dans ses bras et m'a beaucoup remerciée en disant « Tu es vraiment la meilleure amie du monde, chérie !» Le lendemain, j'ai parlé de Margot à mon directeur et lui ai dit qu'elle cherchait un emploi et qu'elle attendait dehors. Il lui a fait passer un entretien et lui a donné un emploi. J'étais tellement heureuse qu'elle et moi travaillons dans la même entreprise. Margot a continué à me poser des questions sur mes recherches et je lui ai donné des nouvelles de temps en temps. J'hésitais à lui en dire trop, mais après tout, c'était ma meilleure amie. Alors, je l'ai invitée chez moi pour lui parler de mes recherches. Margot n'était pas aussi heureuse que je le pensais d'entendre parler de mes progrès, mais je me suis dit que c'était à cause de son récent licenciement. Mes recherches personnelles prenaient tout mon temps. Elles étaient même plus importantes que mon travail. Un jour, lorsque je me suis présentée au travail, mon responsable m'a dit qu'il n'avait plus besoin de moi et que j'étais licenciée, virée. J'étais choquée et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que je passais trop de temps à la maison à faire mes recherches personnelles et trop peu de temps au travail. Il m'a dit qu'il avait envoyé plusieurs lettres à mon domicile me demandant de revenir travailler et que je ne lui avais pas répondu et que je n'étais pas revenue au travail. Il m'a dit que ma colocataire, Margot, avait reçu les lettres en mon nom et avait promis de les remettre. J'étais choquée.
Je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais rien dit. De retour à la maison, j'ai confronté Margot et lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas remis les lettres de mon patron comme elle l'avait promis. Elle s'est excusée et a dit qu'elle avait reçu les lettres, mais qu'elle était si occupée qu'elle les avait mises de côté et oubliées. Je lui ai pardonné, mais j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas tout à fait honnête avec moi. J'ai mis l'affaire de côté et lui ai dit que le fait d'être licenciée me permettrait simplement de libérer du temps et d'en consacrer davantage à mes recherches personnelles. Quelques jours plus tard, Margot m'a appelé pour me demander de venir faire la fête avec elle, et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu une promotion et pris ma place au travail, mon ancien emploi. J'étais heureuse pour elle, mais en même temps, je sentais que quelque chose clochait dans cette histoire. Et ce sentiment semblait s'amplifier. Le temps s'est écoulé et mes expériences ont finalement été couronnées de succès. J'avais réussi à trouver le médicament qui pouvait détruire les cellules malades. J'étais aux anges. Papa aurait été si fier de moi. J'ai appelé Margot et lui ai parlé de ma découverte. Elle m'a dit « Oh, chérie, tu as réussi! Tu as découvert le remède! » Je lui ai dit que j'avais l'intention de présenter bientôt mes recherches à une autre société pharmaceutique, une société qui était meilleure que la précédente qui m'avait licenciée. Elle avait l'air heureuse pour moi, mais avait un regard étrange. Je me sentais fatiguée et j'ai souhaité bonne nuit. Elle m'a dit qu'elle allait rester debout un moment, alors je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai trouvé mon espace de recherche en désordre et mes données de recherche avaient disparu. J'ai réveillé Margot et lui ai dit que quelqu'un avait volé mes recherches la nuit dernière. Elle a dit « Ce n'est pas possible. Qui d'autre que toi et moi était au courant de tes recherches ?» J'ai dit « C'était peut-être mon ancien directeur. Peut-être qu'il avait deviné que j'avais fait une avancée. » Je ne sais pas. J'ai appelé la police pour signaler l'effraction et le vol de mes données de recherche, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de l'identité du coupable. Je suis retournée dans mon pays d'origine, déçue et abattue. J'ai trouvé un autre emploi, dans une entreprise proche de chez moi. De nombreux mois s'étaient écoulés. Je n'étais plus en contact avec Margot. Nous avions perdu le contact quelque part en cours de route. Et puis un jour, maman regardait la télévision. Quand elle a soudain vu une émission qui allait parler d'un nouveau médicament qui traiterait et guérirait la maladie maligne de papa. Ils allaient interviewer l'inventeur de ce remède miracle. Je me suis assise, captivée. Je devais la regarder. Quand le journaliste présenta l'invité, c'était Margot. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était elle. Elle avait volé mes recherches. Ma soi-disant meilleure amie m'a trahi. Et je l'avais traitée comme une sœur. Ça m'a profondément blessée. J'ai intenté une action en justice contre elle et j'ai récupéré mes recherches et le mérite de la découverte du remède. Donc ça, c'est bon. Mais la seule chose qui n'a jamais pu être réparée et pour laquelle il n'y avait pas de remède, c'était l'ancienne relation entre nous. Elle m'avait poignardé dans le dos et détruit ma foi en l'humanité. Et je pense que je ne trouverai jamais de remède à cela.